On vous a laissé parler, monsieur. On vous a laissé parler. Et le fait que vous preniez la parole en empêchant les autres de parler est une preuve de votre désir de dictature. Alors, les théories de l'attachement qui se développent énormément actuellement, il y a énormément de thèses, de publications scientifiques, elles sont très simples et elles sont accessibles au plus grand nombre. On observe les comportements d'attachement et plus tard quand l'enfant parle, on évalue le style verbal d'attachement, la représentation d'attachement. Observez les comportements de l'attachement. Il y a une manière, un bébé très tôt a une manière de soutenir le regard. C'est le jeu qu'éprouvent les adultes, le plaisir du jeu de voir un bébé se développer. Donc il soutient le regard, il interagit, on peut observer comment il interagit. C'est-à-dire qu'il n'interagit pas en désordre, il babille, et son babil est déjà une proto-conversation. Il babille, la mère, la figure d'attachement, attend la fin du babil, elle reformule avec des mots, le bébé est passionné, peut-être pas parce que le contenu de ce qu'elle dit, si elle dit qu'elle est contente parce que papa a été augmenté, le bébé sourit, mais ce qui fait sourire le bébé, c'est parce que une figure d'attachement lui parle, et ça c'est un événement dans un monde de bébé. Alors, il la regarde, il apprend, et on peut observer la synchronisation babil-parole. Donc c'est des observations amusantes à faire, on joue. On éclate de rire très souvent quand on fait des observations sur l'attachement, on rit beaucoup parce que c'est marrant de voir les synchronisations mère-bébé, synchronisation des yeux, des sourires, des mots, des postures. On voit aussi que l'attachement s'observe à la manière dont un bébé se moule, se love contre le corps de sa mère ou du substitut maternel. Il y a des bébés qui le font, la plupart des bébés le font très très bien. Hop, ils se collent, ils se moulent contre le corps de la mère, ils collent leur truffe au-dessus de la clavicule, qui est l'endroit où les femmes marquent la signature olfactive. C'est pas comme on le croit, le creux de l'aisselle, où la sueur fait fermenter. La signature olfactive de la mère, c'est le creux susclaviculaire. Les bébés collent leur truffe là, et hop, sécurisés par une odeur familière, ils s'endorment. Donc tout ça c'est amusant à observer, mais on apprend très vite à dépister quand un petit malaise se met en place, soit parce que le bébé, quelque chose ne va pas dans son développement, la plupart du temps, quelque chose ne va pas dans l'interaction, parce que la mère est malade, malheureuse, parce qu'il y a la violence conjugale, parce qu'il y a la précarité sociale, parce qu'il y a mille raisons pour ça, mais on voit que quelque chose ne va pas et on peut intervenir très tôt. On peut intervenir à un moment où c'est encore un jeu, à un moment où on peut dire attention, tiens là, qu'est-ce qui se passe? Le bébé refuse le regard, il évite le regard très tôt, qu'est-ce qui se passe? Ou il cesse de jouer, qu'est-ce qui se passe? On joue à apprendre, on joue à découvrir ces synchronies mimo-gestuelles. Donc, et qui sont des repères de troubles du développement. Ensuite, quand l'enfant parle, il raconte ce qui est dans sa mémoire. Maman, oui, elle va revenir, je suis content. Oui, j'ai pas peur quand elle est là. Et hop, il raconte. Il se fait un petit monde mental. Donc on quitte le monde de la biologie, on quitte le monde de l'interaction pour entrer dans le monde des représentations. Et là, on apprend très vite à comprendre, à entendre qu'un bébé est bien, qu'il n'est pas bien. Et on peut là encore intervenir très tôt. Et s'il y a un système de polyattachement, à multiples attachements autour du bébé, on peut très vite découvrir la ligne de développement où quelqu'un souffre. Ça peut être le bébé, ça peut être l'adulte, ça peut être la société, la guerre, la précarité sociale. Quelle que soit la cause, même très différente, l'interaction est altérée, on peut intervenir. Donc l'attachement, c'est une théorie très facile à apprendre, très facile à appliquer, et on peut même évaluer très rapidement les résultats et intervenir préventivement. Alors, un enfant sans attachement arrête tous ses développements. L'étonnement, c'est que même tous les enfants ne s'attachent pas à leur mère. Et que quelle que soit la culture, il y a toujours à peu près 5% d'enfants qui ne sont pas bien dans les bras de leur mère. Si bien qu'on les met dans les bras de la grand-mère, ils s'endorment, ils mangent, ils sourient. On les met dans les bras de leur mère, ils se raidissent, ils se débattent. On les met dans les bras du père, ils s'endorment, mangent et sourient. Quelque chose s'est passé probablement au cours de la grossesse, peut-être un stress maternel, peut-être
un non-désir de grossesse, j'invente des causes, on ne les connaît pas, moi je ne les connais pas. En revanche, un enfant sans attachement arrête tous ses développements. Mais il est avide d'attachement, et la plupart du temps, il suffit qu'on lui propose un visage, un sourire, une parole, la parole bien préverbale, la parole des premiers mois, des premiers jours, a une fonction affective. Parler à un bébé, c'est le mettre en éveil, c'est un objet sensoriel qui crée le lien de l'attachement. Donc s'il ne s'attache pas avec une assistante maternelle, mais s'il trouve un autre lien chez lui, avec son père, avec quelqu'un, il se débrouillera pour se développer. Mais il faut un attachement. Alors, le simple fait d'être une figure familière pour un enfant modifie la manière dont son cerveau fonctionne. Dès l'instant où un enfant est sécurisé, hop, il s'intéresse à ce qui se passe autour de lui. Quand un enfant est insécurisé, il s'intéresse à ce qui se passe en lui. Donc c'est une attitude, un être au monde, comme disent les philosophes, qui est totalement différent selon qu'il est sécurisé ou pas sécurisé. Alors, la fonction de la parole, elle est d'abord affective, mais elle est aussi neurologique. Parler à un bébé, c'est sculpter son lobe temporal gauche, et on le voit sans difficulté. Quand un bébé arrive au monde, il est capable d'entendre tous les phonèmes de toutes les langues. Dès qu'il a appris une langue, il n'est plus capable d'entendre que les phonèmes de sa langue, même si c'est des phonèmes très difficiles, le ah des Arabes, le claquement des Africains, même si c'est difficile, il l'apprend. Il réduit le nombre de phonèmes pour apprendre sa langue qu'on appelle la langue maternelle. Donc parler à un bébé, c'est sculpter son cerveau et le préparer à entendre sa langue maternelle et jouer à apprendre les mots de sa langue maternelle. Alors ça, c'est la fonction très importante. Sécuriser un enfant et lui parler, un bébé, et lui parler. Ça sculpte son cerveau et ça le prépare à l'apprentissage. Alors ensuite, le tenir, la manière de le tenir, même par la main, chaque culture envisage la structure de la niche de manière très différente. Il y a des cultures, comme par exemple dans notre culture, il faut tenir un enfant, lui parler et l'isoler le soir, le mettre tout seul dans sa chambre. Beaucoup d'autres cultures pensent que c'est une hérésie. Beaucoup d'autres cultures pensent qu'il faut dormir avec un enfant, le tenir contre soi. Et on voit que les enfants apprennent très très vite, les bébés préverbaux apprennent extrêmement vite. Et par exemple, il y a des cultures où les mères mettent le bébé dans le dos. Les mères ou les substituts maternels mettent les bébés dans le dos. Et quand un bébé a un chagrin, la femme qui porte le bébé le sent. Et j'ai parlé au Congo, je me rappelle avoir parlé avec un substitut maternel, une vieille de 14 ans, qui avait mis le bébé dans le dos, elle l'attrape par une aile et hop, et elle l'avait mis dans son dos. Et je parlais de la condition difficile du Congo. Et puis à un moment, elle s'est mise à faire ça. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui lui prend? Et j'ai mis longtemps à comprendre qu'elle avait senti que le bébé avait un malaise. Et elle parlait philosophie avec moi, tout en berçant le bébé. C'est-à-dire que, par exemple, en Éthiopie, quand le bébé a un chagrin, il accroche la mère et la mère le tranquillise en lui tenant la main. Donc, peu importe, la culture invente un canal sensoriel qui structure la niche. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une structure autour du bébé. Chaque culture invente sa niche et toutes sont efficaces et nécessaires. L'idée que je propose, c'est que on ne peut prendre conscience d'un événement que par la différence de deux sensations. Une perception qui serait toujours la même finirait par être une routine engourdissante. Quand je mets ma chemise, je sens que j'ai mis ma chemise, 10 secondes après, je ne le sens plus. C'est une routine. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une différence entre deux images. La mère, le père, la mère, une autre femme, la mère, une autre figure d'attachement. Dans notre culture, dans beaucoup de cultures, c'est les femmes qui s'occupent des bébés. Pas toutes. Il y a des cultures où les hommes sont invités à s'occuper des bébés. Ça marche très bien. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une différence de deux sensations, et c'est ça qui provoque la prise de conscience du bébé. S'il n'y a pas de différence, c'est la routine engourdissante. Le père intervient après la mère. D'abord parce que statistiquement, c'est les femmes qui portent les enfants, donc ça on aura du mal à le changer, et que le père apparaît plus tard, et que l'expression importante, c'est plus tard. Le fait que le père apparaisse plus tard permet d'éviter l'emprise maternelle. C'est-à-dire que le bébé s'attache à sa mère, à sa figure d'attachement,
Et une fois sécurisé, il voit dans son monde une figure permanente, régulière, affective, qui est près de la mère. Et c'est cette différence-là, sa première exploration, son deuxième attachement, lui permet de ne pas être prisonnier de la mère, comme on le voit quand certaines mères sont très malheureuses, et qu'elles sont seules, très malheureuses, et que le bébé est sa seule figure d'attachement. Et à ce moment-là, c'est la lune de miel, mais le bébé devient prisonnier de sa mère. Donc il faut qu'une figure d'attachement intervienne pour séparer le bébé de sa mère. Alors, depuis 1950, John Bowlby, le fondateur des théories de l'attachement, dit que ce qui permet le meilleur développement d'un enfant, c'est un système familial à multiples attachements. La mère, bien sûr, puisque c'est la figure saillante, c'est la priorité des empreintes, mais pas la mère seule. Il faut qu'il y ait des multiples attachements. Une autre femme, le père, un groupe d'hommes, la grande sœur, le petit frère, le chien de la famille. Dès l'instant où il y a une constellation affective autour du bébé, il y a très peu de troubles du développement. Il y a des troubles du développement quand la niche est appauvrie, parce que la mère est malade, parce qu'elle est morte, parce que le substitut, on ne l'a pas trouvé, on ne lui a pas proposé de substitut. Alors ça, c'est la catastrophe. Quand un bébé n'a pas de figure d'attachement, il ne se développe pas. Et quand un bébé a de multiples figures d'attachement, il peut choisir la figure d'attachement à qui il va donner le pouvoir de le sécuriser et le long de laquelle il va se développer. Et là, statistiquement, il y a très peu de pépins. Affecter un enfant, c'est le toiletter, le nourrir, lui parler, jouer avec lui. La vie quotidienne, c'est ce qui affecte un enfant et le structure. La théorie de l'attachement intègre aussi les données familiales. Même si la mère n'est pas là, c'est elle qui a la priorité, la force des empreintes. Il y a beaucoup de travaux qui confirment ce pouvoir maternel. Mais il ne faut pas lui laisser tous les pouvoirs, il faut qu'elle les partage. Et à ce moment-là, on se rend compte que les données culturelles sont importantes, parce que c'est la culture qui structure la manière de parler à un bébé, la manière de dormir avec un bébé, la manière de jouer. Les jeux sont structurés par les cultures. Et tous ces données quotidiennes, ces interactions quotidiennes sont en fait déterminées par les récits sociaux. Et la théorie de l'attachement intègre toutes ces données, on peut les apprendre très vite. Il y a des cultures, des micro-cultures, où les enfants, statistiquement, populationnellement, se développent mal. Il y a des cultures où il y a beaucoup de délinquance, d'autres où il y en a très peu. Il y a des cultures où il y a beaucoup d'angoisse, d'autres où il y en a très peu. Donc effectivement, on n'a pas de formation pour apprendre à être mère ou à être père, mais il y a des populations où la culture apprend quand même, donne des modèles de comportement. Une maman se comporte comme ça, et la transmission à travers les générations, l'héritage des modes de comportement se fait par la culture, et de toute façon, même quand on prétend ne pas apprendre un rôle maternel ou un rôle paternel, ça fait des millénaires qu'on l'apprend, c'est transmis par la culture, par les mots, par les modèles comportementaux. On apprend quelque chose qu'on croit tout à fait spontané. Comme ça. Mais il arrive en effet que, par exemple, quand la mère est malheureuse, parce que son histoire est difficile, parce que son mari est difficile, parce que la société, parce que, etc., quand la mère est malheureuse, elle sécurise moins son enfant. Et dans ce cas, l'enfant peut préférer l'assistante maternelle ou parfois même un homme. Les hommes ont un pouvoir sécurisant un peu différent de celui des femmes. C'est-à-dire en présence d'une femme, les bébés jouent et s'endorment, en présence d'un homme, les bébés jouent et s'excitent. Mais les deux sont nécessaires, il faut une coordination. Alors dans ce cas, si les théories de l'attachement permettent de repérer ce petit trouble du développement, on peut intervenir, comprendre que la mère est en difficulté, aider la mère, et à ce moment-là, la mère reprendra son pouvoir sécurisant et très rapidement, le bébé apprendra à préférer la mère, comme il le fait statistiquement, et à s'attacher quand même à la figure secondaire d'attachement, et dans ce cas-là, il aura sa petite niche sensorielle à multiples attachements. Mais ça peut arriver, il faut être vigilant, parce qu'il ne faut pas détourner le bébé de sa mère. Alors, la théorie de l'esprit est partie de l'éthologie animale, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que dans un nombre non négligeable d'espèces animales, il y avait une tendance à s'occuper des autres. Alors j'ose pas dire un plaisir, parce que
Chez les chimpanzés, ils s'occupent des autres, mais je ne sais pas s'ils éprouvent du plaisir. Mais ils le font. Ils s'occupent des petits en difficulté, ils s'occupent des petits. Les femelles surtout surveillent la jeune mère qui vient de mettre au monde un bébé. Les autres femelles cherchent à le toucher ou le surveillent. Parfois on voit un mâle, mais la plupart du temps, c'est les femelles qui sont très attirées par cet objet étrange qu'on appelle un petit. Et dans ce cas, on s'est rendu compte que ces animaux-là étaient capables de se décentrer d'eux-mêmes pour se représenter le monde mental de l'autre. Et la théorie de l'esprit est partie de cette observation naturelle, puis ensuite en laboratoire, de manière un peu plus rigoureuse que ce que je viens d'expliquer. Qu'en est-il chez nos enfants? Chez nos enfants, on constate qu'il faut 4 ou 5 ans pour qu'un enfant devienne capable de se décentrer de lui et de se représenter le monde mental des autres. À ce moment-là, l'empathie se met en place, la morale se met en place, l'enfant ne peut plus tout se permettre s'il se représente le monde des autres. Et un frein intime, parfois même pas verbalisé, un frein intime se met en place, je ne peux pas tout me permettre. Si ça lui fait du mal, je dois arrêter. La plupart des bébés explorent le visage de leur mère.